Voilà, bonsoir, professeur. Nous sommes en direct. Je te laisse la parole. Merci, c'est Mohamed. Bonjour tout le monde. Enfin, bonsoir. Depuis chez moi, c'est encore le début d'après-midi. Mais pour vous, c'est début de la soirée, je pense. Bon, en tout cas, bonsoir tout le monde. Je vois, il y a des jeunes des langues déjà qui sont affichés, qui disent bonsoir, bonjour. Bonsoir, bonjour tout le monde. Les fidèles, merci. Donc, j'ai jeté un coup d'œil un peu à la vidéo de la semaine dernière. Bon, c'est toujours 400, 425, je pense, cette fois-ci. Donc, on est toujours dans le même noyau dur des fidèles de l'amphithéâtre, comme dirait c'est Mohamed. Ben, écoutez, merci d'être aussi fidèle et aussi attentif. Ça m'encourage beaucoup. Enfin, je vois que vous êtes attentif parce que d'après les commentaires que je reçois, les questions, tout ça, je vois très bien que ce que je dis est bien suivi, et tant mieux. Et de questions, de post-it que je remplis, de feuilles, de pages. Et je me dis la prochaine fois, la prochaine fois, la prochaine fois. Ça commence à faire tout un lot. Il faudra que je fasse comment, euh, une synthèse des synthèses que j'ai déjà faites et puis on y consacrera un webinaire, Inch'Allah. Alors bon, donc il y a quelqu'un qui dit, attendez, j'ai pas vu qui, est-ce qu'on l'a sauté, qui a dit nos salutations, juste continuer d'approfondir avec notre professeur le chapitre éducation que vous venez d'entamer à la fin de l'exposé dernier. Bon, justement, je voulais en parler et je pense que ça mérite comment dire, un référendum parce que si je commence à parler d'éducation, évidemment, vous le savez ou non, j'ai écrit un livre de pédagogie et administration, particulièrement la pédagogie appliquée dans les écoles d'administration et les écoles de business economics, et particulièrement parmi les particulièrement, la méthode privilégiée par les écoles de gestion, de commerce et de business economics, donc d'économie industrielle, si vous voulez. Enfin, c'est une mauvaise traduction, mais c'est la plus adéquate, je pense. La méthode dite des cas, qui est une méthode systématiquement appliquée en gestion, école de commerce, école de business economics, et je pense maintenant ça commence à rentrer dans des écoles de sociologie, de ceci, de cela. Bon, en tout cas, la méthode des cas, on verra. Donc, il y ait de la méthode des cas en médecine ou en droit, surtout le droit jurisprudentiel, comme il y a ici en Amérique du Nord, qui n'est pas un droit positif ou droit basé sur des codes comme le code pénal ou le code civil, comme il y a en France, où donc c'est plutôt un droit ou un système judiciaire basé sur la jurisprudence, beaucoup. Et donc, on utilise beaucoup la méthode des cas. Et la méthode des cas a transité vers les écoles de gestion et de commerce à travers l'école justement de droit de Harvard, la Harvard Law School, et je pense que c'était en 1878, quelque chose comme ça, enfin fin du 19e, à peu près, donc qu'elle a transité vers les balbutiements de ce qui va commencer par s'appeler par les écoles de commerce et ensuite des écoles de gestion, etc., de commerce, comme on les voit, business school, etc., comme on les a vus au XXe siècle. Bon, mais bon, c'est pas en 1878 que c'est rentré dans, parce qu'il n'y en avait pas à l'époque. Enfin, je ne pense pas d'école de commerce. C'est beaucoup plus entre les deux guerres les deux grandes guerres que les écoles de gestion et de commerce ont commencé à fleurir. Et on va voir comment les guerres, justement, la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale, ont contribué
à l'essor du management, notamment à travers les questions de planification. Parce qu'il fallait planifier les convois d'armes, de ravitaillement, etc., ce qu'on appelle aujourd'hui de la logistique. Donc, ce que Henri Fayol appelait de la prévoyance, Henri Fayol n'a jamais utilisé le mot planifier ou planification, il utilisait le mot prévoir. Donc, prévoir, prévoyance, etc. Et c'est à partir de là que sont nés les balbutiements de la gestion et avec notamment aussi le système de premier type de missile qu'on appelait Polaris, missile mer ou mer-sol, enfin je ne sais plus, ou mer-air, enfin peu importe, développé par les États-Unis, Deuxième Guerre mondiale, et qui a donné naissance à plus de sophistication dans les questions de planification, etc., jusqu'à aller vers ce qu'on appelait la gestion de programme ou la gestion de projet, etc., etc. Bon. Donc, alors voilà, si on entame la question de l'éducation, il faudra qu'on arrive jusqu'à ça. Et ça prendra peut-être 2 webinaires. Je dis 2 webinaires et peut-être même je suis un peu optimiste. Alors, il faudra vraiment un référendum, là, parce que je ne peux pas continuer en 2 ou 3 phrases sur les questions. Je vais en dire quelques mots, oui, mais pas complètement tout ce que j'ai à dire sur l'éducation. Alors, donc, laissons ça de côté pour l'instant. Je pense on sera mieux d'y revenir quand on aura passé ce que j'ai à dire sur le passage de l'usine et tout ça. Bon, c'est quelques webinaires de plus. Et le passage à la mode du management et de la gestion américaine, tout ce qui s'ensuit. Et ensuite, donc, on passera aux questions d'épistémologie, de méthodologie, et de façon tout à fait donc naturelle, par un fil conducteur naturel, on pourra glisser des questions d'épistémologie et de méthodologie aux questions d'éducation, c'est-à-dire la façon dont sont formés celles et ceux qui sont censés fabriquer de la connaissance, à partir d'épistémologie et de méthodologie. Alors, si on aura parlé d'épistémologie, de méthodologie, avant de parler de la façon dont sont formés ces gens-là, je pense que ça aura plus de sens et plus d'ampleur. Alors, je m'excuse auprès de Si Mohamed, mais je vais quand même en dire quelques mots. Mais avant ça, une de mes indignations de cette semaine, c'est ce qu'a dit celui que j'appelle Bernard-Henri Lévy-Bis, c'est-à-dire Alain Finkielkraut, sur ce qui se passe à Gaza, alors la Palestine, tout ça. Alors je laisse Si Mohamed passer la vidéo et après on va la commenter. Délirante. Donc on met au monde continuellement des enfants qui n'ont aucune place dans le monde. Production effrénée d'hommes excédentaires, d'hommes surnuméraires. Alors voilà. Donc Sur les enfants à Gaza est totalement délirante. Donc on met au monde continuellement des enfants qui n'ont aucune place dans le monde. Production effrénée d'hommes excédentaires, d'hommes surnuméraires. Production d'hommes excédentaires, d'hommes en surnuméraire. Et vous avez entendu aussi bien que moi. Alors, ce que j'ignore, c'est est-ce que, en tout cas, il a prononcé le mot Gaza. Bon, je n'ai pas la berlue, je l'ai bien entendu. Et est-ce qu'il l'a dit ces temps-ci, avec ce qui se passe, ou est-ce qu'il l'aurait dit avant, comme quelqu'un me l'a écrit, avec qui j'ai partagé cette vidéo, qui m'a dit ça daterait d'il y a quelques années en tout cas. Et donc déjà, peut-être, je ne sais pas, peut-être c'est dans la foulée de ce que disait Jacques Attali, après avoir publié dans les années 80 son fameux livre L'avenir de la vie, et livre dans lequel il développe, et l'idée n'est pas que de lui d'ailleurs,
Elle vient aussi de cabinets des États-Unis, et je vous en parlerai un de ces jours, de cabinets de prospective qui travaillent sur la question de surnuméraire, justement, d'êtres humains sur cette planète. Et donc, Jacques Attali les appelait les inutiles. Et je ne sais pas si l'appellation vient de lui ou s'il l'a emprunté, enfin, j'en ai aucune idée. Mais donc, l'avenir de la vie, voilà le titre du livre. Et il y a des conférences, si vous cherchez sur YouTube, Jacques Attali, conférence notamment à l'école polytechnique sur l'avenir de la vie et la question des inutiles. Et cette conférence aux élèves donc, de l'école polytechnique Paris, qui a été filmée et diffusée, eh bien, il parle textuellement aux gens de Polytechnique comme étant des élites. Donc, eux sont des utiles, les utiles parmi les utiles, hein, c'est-à-dire les plus utiles que les utiles. Et donc, les inutiles, c'est définition à peu près que j'ai retenue, c'est, disons, l'immense majorité du tiers-monde. Enfin, moi, je continue à appeler le tiers-monde, parce qu'on ne peut pas parler de monde émergent ou de quoi que ce soit, c'est fini, tout ce blablabla, c'est déjà caduc. Bon, donc, essentiellement, le tiers-monde, donc des gens qui chez qui ne transite pas suffisamment d'argent pour contribuer à la croissance de l'économie mondiale. Alors voilà ce que c'est les inutiles. C'est-à-dire des salariés qui vivent, par exemple, comme il y en a, je ne sais pas combien en Afrique, en tout cas, là où on définit le seuil de pauvreté, et qui vivent avec $1,50 ou $2 par jour. Bon, alors ça, c'est des inutiles. Alors, en dessous, c'est des super inutiles. Parce qu'ils n'achètent pas, ils ne consomment pas, ils ne gagnent pas suffisamment, ils ne consomment pas suffisamment, etc. Donc, ils ne contribuent pas à la croissance du PNB mondial. Et donc, la solution en filigrane, c'est de les éliminer. Et ce qui se passe en ce moment, toutes ces guerres, ces épidémies ou ces pandémies suspectes, etc., ben, je vous dirai un jour comment j'ai su qu'il y a des officines aux États-Unis, à Washington notamment, de prospective et de planification qui travaillent sur ces questions-là. Que faire avec les inutiles? Comment les éliminer? Et je vous dirai les différents scénarios dont on m'a parlé, dans quelles circonstances, parce qu'il y a des scénarios, il y a des scénarios qui sont... et pour ces gens-là, ces officines, cette question d'élimination des inutiles ne pose aucun problème éthique, aucun problème humain, aucun problème d'ordre, je ne sais pas moi, métaphysique ou d'ordre de sens moral ou quoi que ce soit, absolument pas. C'est des problèmes d'ordre technique. Techniquement, comment on pourrait s'y prendre pour éliminer à peu près la moitié de l'humanité? Bon, parce que si on fait le total de ces inutiles, c'est pratiquement 2 milliards, 2 milliards et demi d'habitants de la planète. Bon, à peu de choses près. Alors donc, voilà, je ne sais plus pourquoi je parlais de ça. Donc oui, Finkielkraut. Bon, vous avez en tout cas, il a parlé de Gaza. Alors voilà, donc les Palestiniens particulièrement font trop d'enfants. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'enfants morts à Gaza. C'est parce qu'il y en a trop. Alors bon, c'est pas les bombardements israéliens, non, pas du tout. Il faut que c'est pas la question, c'est pas le cessez-le-feu, c'est pas d'arrêter de bombarder, c'est de dire aux Palestiniens d'arrêter de faire des enfants, comme les enfants. Enfin, puis c'est vrai, finalement, il a raison. Quand vous avez un bout de terrain comme Gaza et qui est fermé de partout et vous vous amusez à faire des enfants, non mais, oh, il faut aller faire un diplôme à Harvard, là. Il faut aller étudier comment... il ne faut pas faire des enfants quand on n'a pas de place où les mettre, quoi. C'est quand même inouï. Nous sommes arrivés à un degré de cruauté et d'inhumanité
de l'humanité d'aujourd'hui, particulièrement blanche, anglo-saxonne, européenne. Un degré de cruauté, d'inhumanité jamais atteint dans toute l'histoire de l'humanité. Toute l'histoire. Et je vous assure que je la connais. L'histoire universelle. Ce niveau de cruauté-là, on ne l'a jamais atteint. Ni avec les esclaves, ni avec les serfs, ni avec etc., etc. On en parlera. Bon. Alors donc, pour dire quelques mots sur l'éducation à propos de ce que me disait c'est Mohamed, que d'abord le fait qu'il y ait un bac en comptabilité, ici en Amérique du Nord, en tout cas à ma connaissance, je ne pense pas qu'on soit arrivé à donner des diplômes au secondaire. Peut-être qu'au niveau collégial, oui, parce que le collégial ici, c'est intermédiaire entre le secondaire et l'université. Et dans ce qu'on appelle un DEC, diplôme d'études collégiales, peut-être que ça existe, mais en administration, ou en sciences administratives, comme ils disent. Mais en comptabilité, spécialement, je ne sais pas. Ça serait une première algérienne. Voilà. Alors, dès le bac, on est comptable. Alors, comptable, qu'est-ce que c'est un comptable? J'ai rien contre les comptables. Les comptables, des gens qui choisissent la comptabilité, qui s'y sont à l'aise, qui aiment ça. Moi, je déteste ça. Débit, crédit, passif, actif, bilan, machin, tout ça. Vraiment, ça n'a strictement aucun intérêt pour moi. C'est les cours que j'ai le plus détesté dans ma vie, avec les cours de finance et de business economics. Et donc, qu'il y ait des gens qui aiment ça, tant mieux, il n'y a pas de problème. Qui choisissent ça comme métier, c'est leur droit. Mais le problème, c'est d'avoir des cerveaux formés uniquement en comptabilité. Alors un baccalauréat, c'est-à-dire fin du secondaire de comptabilité, ça veut dire qu'il n'y a plus de place dans le secondaire pour suffisamment d'histoire universelle, d'histoire de l'Algérie, d'histoire du bassin méditerranéen. Bon, il y en a d'histoire à étudier. Et l'histoire, et Dieu sait que l'histoire est importantissime dans le fait d'avoir des connaissances suffisantes pour être intelligent. Quand on définit l'intelligence, comme je l'ai déjà défini, comme étant de la mémoire combinée. Alors quand on dit, par exemple, on parle des smartphones, des iPhones, l'intelligence super intelligente artificielle, etc., etc., eh bien, je ne sais pas, excusez-moi, je dois régler un petit truc qui apparaît sur mon... voilà. Quelqu'un dit, celui qui parle de l'homme augmenté par la technologie, Jacques Attali. Bon, oui, Laurent Alexandre l'utilise, mais Jacques Attali avant lui. Et je pense aux États-Unis avant, les useless. J'ai déjà entendu des choses venant des États-Unis qui parlaient des useless. Donc useless, non utile. C'est de l'eugénisme par notamment la stérilisation qui était encore pratiquée aux USA dans les années 70, ce qui est vrai, et qui ont commencé à faire la stérilisation. Alors la stérilisation, ce sont les Américains qui ont donné l'idée aux nazis et qui l'ont peut-être enseigné aux nazis, mais ce n'est pas les nazis qui l'ont inventé, comme on le dit souvent. Hein. Ça, c'est les Américains, notamment pour l'appliquer aux Amérindiens et aux Noirs, particulièrement. Alors, une femme noire ou amérindienne qui rentre dans un hôpital, ici aussi d'ailleurs, le scandale a duré jusqu'à quelques années, dans un hôpital pour une grippe, une pneumonie, je ne sais pas, n'importe quoi, eh bien, on en profite pour la stériliser à son insu. Et quand elle sort de là, elle ne peut plus faire d'enfant. Fini. Bon, alors donc, l'éducation, je disais, le problème, c'est ce que j'appelle les monomaniaques. Donc, monomaniaques. D'une connaissance en couloir fermé. Monomaniaque d'une connaissance en
couloir fermé. Bon, alors déjà là, je parle de connaissance. Mais quand je dis connaissance, la connaissance, c'est l'histoire, c'est la sociologie, c'est la mathématique, c'est une forme de connaissance, mais c'est surtout une forme d'apprentissage d'un certain langage, comme l'a écrit Léonard de Vinci. Bon, la Renaissance, vous savez très bien les rôles qu'a joué la mathématique à la Renaissance, donc depuis l'astronomie jusqu'à, etc., tout ce que vous voudrez, l'architecture, etc., etc. Eh bien, donc Léonard de Vinci a écrit le livre de la nature est écrit en mathématiques. Bon, parce qu'on pensait qu'avec les mathématiques, on pouvait... C'est vrai qu'on peut réduire en équation à peu près tout ce qu'on veut. Il suffit de savoir dénommer le concept, quoi qu'il y ait. Quand on parlera d'épistémologie, on verra qu'il y a des gradations. Il y a le fait, ensuite il y a le fait construit, ensuite il y a le fait construit transformé en concept concret. Pour ceux que ça intéresse, je conseille le livre de Bourdieu, Le métier de sociologue, et le livre de Michel Freytag, enfin c'est dans 2 ou 3 tomes, c'est pas facile à lire, qui s'intitule Société et savoir ou quelque chose comme ça. Il y a le mot société dedans, Michel Freytag, F-R-E-I-T-A-G. Bon, sociologie et société, ou connaissance et société, ou épistémologie et société, enfin, quelque chose dans ce genre-là. Ou encore, donc le livre on a dit Bourdieu, on a dit Michel Freytag, donc sur cette question je vous parlais de Parrain Alain Vial, le fait humain dans les sciences. Il y aurait aussi évidemment Jean-Paul Sartre, Question de méthode, qui est une préface ou un avant-propos à son L'être et le néant, qui a été transformé en livre, qui s'appelle Question de méthode. Il y a aussi toute l'école antipsychiatrique de Londres, qui a pas mal écrit sur ces questions de méthode et de méthodologie, notamment en ce qui concerne donc tout ce qui touche à la psychologie, à la psychopathologie, à la psychiatrie, à la psychanalyse. Alors il y a des auteurs comme Ronald Lang, L-A-I-N-G. Il y a aussi Cooper, j'ai oublié son prénom. Donc Cooper, C-O-O-P-E-R. Il y a Donald Winnicott, W-I-2-N ou N-I-C-O-T, Donald Winnicott. Je ne me souviens plus du titre de son livre. Je pense que c'est une certaine intimité, il me semble. Le titre est bizarre, mais bon. En tout cas, voilà, donc il y a des auteurs, mais je pensais à un autre plus spécifiquement sur la question de méthode. Oui, Louis Althusser, pour Marx. Et ce que je vous dis là sur donc la gradation depuis le fait observable et passer du fait observable à un fait construit, c'est-à-dire un fait qu'on qualifie, qu'on circonscrit à l'intérieur d'une science donnée ou d'une discipline donnée. Ensuite, ce fait construit devient concept concret, c'est-à-dire un concept qui s'applique au contexte, etc., dans lequel ce fait est observé, est construit, etc. Ensuite, il y a le concept abstrait concret. Ensuite, concept régional. Ensuite, concept général. Ensuite, concept abstrait général, etc., etc. Donc, on passe depuis l'observation à la préparation des bases de théorisation, à la théorisation et à la métathéorie. On peut faire l'inverse aussi. Passer de métathéorie, comme la philosophie, comme etc., et descendre vers les faits pour appliquer
un point de vue philosophique quelconque, à une réalité quelconque, en transformant ce qu'on y observe en fait construit et en concept, etc., qui rentrent dans le cadre de la théorie philosophique qu'on veut appliquer. Par exemple, je ne sais pas moi, les relations de production à travers les âges en Algérie. Bon, relations de production, ou rapports de production, ou rapports sociaux de production, c'est un concept abstrait général, on pourrait dire, de Marx, et enfin de l'école marxienne. Et donc, on peut appliquer ça à observer comment ont évolué à travers le temps les rapports sociaux de production, par exemple en Algérie. Bon, alors donc, voilà tout ce qu'implique le concept de connaissance. Et en plus, ensuite, discipline par discipline, etc. Donc, jusqu'à, je vous dis, la gestion et la business economics. Et là, il y a des tas de choses à dire, des tas de choses à comprendre. Et donc, alors, ça va depuis que l'être humain pense, qu'on appelle l'homo sapiens sapiens, l'être humain qui pense et qui sait qu'il pense. Ça, c'est il y a à peu près 30-40 000 ans, pas plus. Donc, le Cro-Magnon qui est devenu homo sapiens sapiens. Et donc, le sapiens sapiens, il a commencé à se poser des questions que le Cro-Magnon et le néandertalien qui a disparu avant lui n'avaient pas les capacités cérébrales pour se poser, ne serait-ce que par la constitution même du cerveau. On va voir comment le cerveau a évolué jusqu'à devenir capable de poser des questions qui ne sont plus des questions qui lui viennent de conditions d'existence, de rapports de conditions d'existence immédiates à son milieu. Se poser des questions métaphysiques, par exemple. D'où viens-je? Qu'est-ce que je fais là? Que suis-je? Qu'est-ce que les arbres? Qu'est-ce que les animaux? Qu'est-ce qu'ils pensent? Est-ce qu'ils ont une âme? Est-ce qu'ils ont des terres? Bon. Alors, professeur, vous êtes le parfait exemple de l'inutile très utile à l'humanité. Mais c'est ce qu'on appelle un oxymoron. Je suis un inutile très utile. Ah ben tant mieux. De Berger, vous êtes un grand penseur du bien, de la terre et de l'humanité. Ben écoutez, je ne suis pas le seul. Je pense que Bachelard aussi, hein, il me semble. Gaston Bachelard, j'espère que ma mémoire ne me joue pas des tours, aurait commencé ses études pas loin de la cinquantaine ou la soixantaine. Et il me semble que lui aussi a été berger, ou agriculteur, ou quelque chose dans ce genre-là. Ben merci pour le compliment en tout cas. Bon, alors je vais essayer de ne pas trop faire attention à ce qui se passe là dans le chat pour rester dans le fil quand même. Même si on a perdu depuis assez longtemps Taylor et son usine et sa quatrième forme de manufacture, mais bon, puisque vous voulez savoir des choses, ben, j'essaye de répondre autant à vos préoccupations ponctuelles que de continuer petit à petit le fil de la matière, disons, que je veux partager avec vous sur le management et l'économie management. Bon, c'est ça, l'économie politique et néolibéralisme. Alors donc, je vous disais, la connaissance a commencé par là. Donc par cette première question que s'est posée l'homo sapiens sapiens, qu'est-ce que je suis? À partir du moment où disons, ce qu'on appellerait aujourd'hui mon Dieu, la réflexivité de la pensée a commencé à exister. C'est-à-dire la pensée qui pense sur elle-même et qui se pose des questions à partir de ses propres questionnements. Bon, il n'y a rien dans la nature qui vous dit, pose-toi la question d'où tu viens, ou qu'est-ce que tu es, ou est-ce que tu as été créé, ou est-ce que tu as poussé comme un arbre, ou est-ce que... Bon. Alors donc, mais ce que j'appelle connaissance, d'abord là, on a déjà un problème, si on veut parler d'éducation. Les connaissances, ce sont les disciplines qu'on aborde, qu'on épluche, qu'on apprend, qu'on mémorise et qu'on approfondit
ensuite, et qui nous apporte des éléments de compréhension de ce que nous sommes et de ce qui nous entoure. C'est ça une connaissance. Donc, dans ce sens-là, la mathématique n'est pas une connaissance. La physique, oui. Bien entendu. La chimie, oui. La sociologie, oui. L'histoire, bien sûr. La philosophie, etc., etc. Ça, c'est des connaissances. L'anthropologie, l'ethnologie, des connaissances. Alors, j'étais en train de vous dire, je me suis interrompu, donc en ce moment, il y a un débat sur cette super intelligence artificielle générative qui est capable de, bon, Laurent Alexandre qui dit ça, capable de faire des diagnostics mieux que lui, ou je sais pas quoi, ou plus vite que lui, enfin peu importe. Et il y a cet argument qu'on sort, notamment dans les débats sur la pédagogie ici, en Amérique du Nord. C'est un débat qui a lieu en ce moment, et je pense en Europe aussi et ailleurs. Est-ce qu'il est nécessaire, dorénavant, de faire apprendre aux enfants des choses, donc des connaissances, comme je viens de vous le dire? Par exemple, moi, quand j'ai étudié au primaire, si Mohamed aussi, sans doute, je pense, à l'école de fin d'études, en classe de fin d'études, les 2 dernières années, si j'ai pas mémoire, on nous faisait apprendre par cœur 5 ou 10 pages de dates, par cœur. 1515, bataille de Marignan. 1422, assassinat d'Henri IV par Ravaillac. 1515, oui, je viens de le dire, bataille de Marignan, etc., etc. Bon, donc des dates comme ça, avec des faits. Et après, ça reste. Ça reste. Et puis, à un moment donné, quand on arrive au secondaire, tout ça, on apprend. Qu'est-ce que ça veut dire que 1515, bataille de Marignan, pourquoi François Ier, etc. Tout un tas de choses. Bon, alors donc, ça, c'est des connaissances. Et déjà là, j'ai un problème quand on a des systèmes pédagogiques qui enseignent des connaissances que je qualifie de monomaniaques en couloir étroit. Bon, alors, quelqu'un qui fait histoire, par exemple, bon, s'il n'apprend que l'histoire, bon, déjà, c'est une connaissance. Mais si, à côté de l'histoire, il n'a aucune idée des données anthropologiques, aucune idée de données ethnologiques, aucune idée de données de géographie humaine, aucune idée de données de géographie physique, où vivent ces êtres humains, etc. Eh bien, c'est quelqu'un qui a une connaissance, je dirais, du niveau de l'insecte. C'est-à-dire comme une abeille qui est programmée depuis 250 millions d'années, à peu près, depuis qu'on sait que l'abeille existe, à ne faire qu'une chose et une seule, c'est fabriquer de la cire, creuser, faire des opercules, donc des cellules, pardon, et aller chercher du pollen. C'est très complexe, hein, vous savez, la façon dont fonctionne une ruche, c'est pas simple. Je sais de quoi je parle, je vous dis, dans une autre vie, j'ai fait aussi psychologie animale et psychologie, neurologie, neurophysiologie comparée, depuis le dernier ver de terre jusqu'aux vertébrés en passant par les abeilles, et les termites et les fourmis et tout ce que vous voudrez. Bon, alors donc, l'abeille est programmée pour ça. Aller chercher du pollen, c'est ça la connaissance qu'elle a. Et cette connaissance n'est pas une connaissance, c'est une forme de programmation de nature qui a un lien avec l'instinct, ce qu'on appelle l'instinct. On ne sait pas trop ce que c'est, mais bon, on l'appelle comme ça. Cette manière spontanée de faire des choses et apparemment sans y réfléchir ou sans avoir l'appareil qu'il faut pour y réfléchir. Eh bien, donc, l'abeille est programmée pour ça, c'est tout. L'ouvrière, en tout cas. Bon, il y a d'autres formes d'abeilles qui vivent pas très longtemps, notamment les mâles, tout ça. Bon, il y a la reine, c'est la reine, et puis
Et donc, alors les ouvrières, elles sont programmées juste pour ça, aller chercher le pollen et le transformer en miel, remplir les cellules, et quand elles sentent, avec ces organes sensitifs qui sont dans les poils qu'elle a au devant de ses mandibules, que la cellule est pleine, donc quand elle sent le miel, elle opercule, elle ferme, elle est programmée pour ça, et quand elle ferme, eh bien, dans la cellule commence à se former la larve de la future abeille, etc., etc. Bon. Si vous trouez les cellules par en bas, admettons que vous mettez le gâteau de cire à l'horizontale, et vous trouez par en bas les cellules, eh bien, aucune abeille ne se rendra jamais compte que les cellules sont trouées et que son miel va dans le vide. Tant qu'elle ne sent pas avec ses poils, là, sur ses mandibules, que le miel est arrivé au sommet de la cellule, elle continue à en mettre jusqu'à sa mort, parce qu'elle n'est pas programmée et n'a rien dans la connaissance dont elle est dotée, donc connaissance de fleurs toxiques, pas toxiques, de fleurs ceci, de fleurs, etc., de direction, de la direction du vent, parce que imaginez bon, il y a une certaine danse que font les abeilles pour indiquer la direction où il y a des fleurs, où il y a du pollen, et du pollen, bon, je dis encore pas toxique, bon, etc. Et ça, il faut que l'abeille, pour y aller, il faut qu'elle tienne compte de la direction du vent, de la vitesse du vent, de l'horizontale par rapport à la verticale, etc. Imaginez tout ce qui se passe dans son cerveau, enfin, entre guillemets, pour s'orienter et revenir à sa ruche, pas n'importe quelle ruche. Bon, il y a 50 ruches au même endroit, elle ne va pas à n'importe laquelle, elle va à la sienne. Bon, alors ça c'est une connaissance. Mais si vous voulez une connaissance de type instinctif et de type, comme je dis, en couloir fermé, monomaniaque, remplir des cellules de miel et c'est tout. Bon, et trouver la direction pour venir et repartir et that's it. Alors maintenant, si on appelle la comptabilité des connaissances, ben, on se moque du monde. La comptabilité n'est pas une connaissance. Donc, si vous avez un bac en comptabilité, vous avez un bac en savoir zéro. Vous sortez avec un baccalauréat en poche et vous ne savez rien. Parce que la comptabilité est une technique. Ce n'est pas une connaissance. Dites-moi, qu'est-ce qu'un comptable connaît de plus qu'un philosophe? Qui connaît? À part actif, passif, débit, crédit, marge, pas marge, quoi? Bon, alors ici, on appelle tout ça des sciences. Alors ça c'est pour tromper le monde. Alors je vous le dis tout de suite, dans les écoles de business economics et dans les écoles de gestion, on n'enseigne aucune connaissance. Rien. Il n'y a que des techniques. Comptabilité, finance, ressources humaines, logistique, production, stratégie, planification, finance, tout ça, ce n'est que de techniques et des procédures. Il n'y a aucune connaissance là-dedans. Aucune. Dans le sens que je viens de donner de ce que veut dire connaissance. Bon. C'est-à-dire un savoir accumulé, mémorisé, combiné, etc., etc., pour, si je suis formé en histoire, eh bien que je sois capable de situer chaque moment historique dont je parle dans un cadre anthropologique, un cadre ethnologique, un cadre de géographie humaine, de géographie physique, un cadre
de croyance ou de non-croyance, etc., de l'époque, etc., etc. Alors donc, je vous disais, il y a ce débat, sans doute en Algérie aussi. Est-ce qu'il faut, à l'ère maintenant de cette intelligence super intelligente, là, artificielle, et où Google, on peut googler n'importe quoi et le trouver sur Google, alors il y en a qui disent pourquoi le mémoriser? Et donc à l'école, on dit ici, par exemple, il y a le débat compétence-connaissance. Alors est-ce qu'à l'école, au secondaire et même au supérieur, on doit enseigner des connaissances ou des compétences? Compétences, vous comprenez bien ce que je veux dire, c'est les questions que me posait c'est Mohamed la semaine dernière, ou les informations qu'il me donnait sur le fait que finalement, on est en train de former en Algérie que des employables sans demander l'avis au peuple algérien, ce qui est totalement antidémocratique. C'est du fascisme dans le sens le plus propre du mot, parce que le fascisme, étymologiquement, ou en tout cas dans le sens premier du terme, veut dire quelque chose comme faire passer des idées de sa tête dans la tête des autres. Donc, obliger les autres à accepter des formes de connaissances que moi j'ai définies et dans lesquelles eux n'ont pas droit au chapitre. C'est de la dictature et du fascisme. Bon, et là, ici, aussi, on est là-dedans. Ceux qui pensent à ça, est-ce que c'est compétences ou est-ce que c'est connaissances, c'est au niveau du Parlement, au niveau du Congrès, au niveau des hommes d'affaires, puisqu'il y a là-dedans, il n'y a que des hommes d'affaires. Et bon, la science et l'étude de la nature, oui, c'est une forme de science. C'est la science dite expérimentale. Mais rien n'interdit de penser qu'on peut élargir le mot science, puisque le mot science, étymologiquement, qui a donné conscience, etc., conscience et ses connaissances en commun, etc. Donc, le mot science renvoie à savoir, connaître, etc., etc. Donc, on peut connaître sur la nature, mais on peut connaître aussi sur l'être humain. Il peut exister une science de l'être humain, mais qui prend l'être humain en objet tel qu'il est, c'est-à-dire en objet subjectif. Rien n'interdit de considérer la psychanalyse comme une forme de science de la subjectivité libidinale de l'être humain. Rien n'interdit. Bon, mais comme le mot science, j'ai déjà dit plusieurs fois, est connoté mathématiques, quantité, chiffres, calcul, sciences de la nature, physique, chimie, non, il est connoté, le mot science est connoté ça. Bon, alors, à partir de cette connotation, le mot science a été réduit à, bon, il n'y a que la nature et l'inerte. Il n'y a que l'inerte qui peut être objet de science. Donc, tout ce qui n'est pas inerte, y compris des plantes. Parce qu'on sait maintenant que les plantes communiquent entre elles. On le sait. Que des espèces de plantes communiquent à travers les racines, etc., etc., pour éliminer d'autres espèces concurrentes ou pour pousser plus vite ou plus haut, etc. On le sait. Bon. Alors donc, le débat, c'est ça. Alors, est-ce qu'on enseigne des sciences, des connaissances ou des compétences? Compétences, ça veut dire employable, ce dont parlait c'est Mohamed la semaine dernière. Bon. Alors, évidemment, on penche vers employable. Pourquoi? Parce que tous ceux qui dominent la société ici, et de plus en plus chez nous d'ailleurs, parce qu'on a fait tout un débat à un moment donné sur pourquoi les hommes d'affaires algériens ne sont pas au gouvernement. Comment se fait-il qu'il n'y a pas un businessman algérien au gouvernement? Alors que les businessmen, ils savent gérer. Désolé, mais un gouvernement, c'est pas une épicerie. C'est pas un hammam, là. Oh! Pourquoi mettre un homme d'affaires ou un faiseur d'argent ministre dans un gouvernement? Ici, on n'a que ça. On n'a que ça. Le Parlement, le gouvernement, tout ça, ce n'est que des businessmen et des businesswomen. Parce qu'ici, le mot businessman, businesswoman, c'est Dieu. Vous savez faire de l'argent, vous avez fait de l'argent, vous êtes millionnaire. D'abord, il faut être millionnaire pour se présenter en politique.
vous êtes automatiquement intelligent, vous savez gérer parce que vous avez fait des millions, même si comme Trump, ça vient de bordel hachakoub de son grand-père, avec des esclaves amérindiennes, pas grave, vous êtes un génie. Voilà. Donc, alors voilà le débat, où on en est. Et on dit donc si en 2 clics sur Google, je peux trouver un mot ou la signification de quelque chose, pourquoi le mémoriser? Pourquoi l'apprendre en classe? Pourquoi avoir un livre là-dessus? Je veux trouver, je ne sais pas, que veut dire fortuit ou impondérable, ou Google, impondérable, voilà, c'est tout. Pas besoin de l'apprendre, pas besoin de le savoir. Donc, à la limite, pas besoin de vocabulaire. Voilà, on a juste besoin de nos doigts et de nos yeux. Même la langue et le vocabulaire, plus besoin. Pas la peine. Alors, voilà où on en est. Mais c'est au-delà du dramatique. On va descendre à un niveau non seulement en deçà de l'humain, mais en deçà même de l'animal, parce qu'au moins l'animal, il a l'instinct de conservation de son espèce et l'instinct de conservation harmonieuse de ses actions avec la nature. On n'a jamais vu un animal chercher à accumuler du maximum de n'importe quoi comme le fait l'être humain. Jamais. Il n'y a que l'être humain qui est assez fou pour ça. Accumuler, 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 accumuler. Bon, ça me rappelle quelque chose de concret que j'ai vécu que tous les ans, chaque année, chaque rentrée, HEC Montréal, début septembre, on avait le patron du département d'économie, qui s'appelait donc département d'économie appliquée, bien sûr, appliqué, faire du fric. C'est pas de l'économie pour penser l'économie, c'est l'économie appliquée. Et appliquée, ça veut dire faire de l'argent. Voilà, point. Et donc, le patron de ces gens-là, chaque année, mois de septembre, il nous faisait une conférence qui se renouvelait, donc je vous dis, chaque rentrée, sur les perspectives économiques de l'année qui vient. Donc, la rentrée 2024-2025, en septembre, le monsieur qui est maintenant à la tête de ce département, s'ils ont gardé la tradition, va faire une conférence, enfin un speech, Tyler, comme on appelle ça, un atelier, où tous les professeurs, les étudiants sont invités, etc., en amphithéâtre et tout, et il va dérouler ses PowerPoint, ses statistiques, ses séries statistiques sur les séries passées, comment les projeter sur les séries à venir. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on calcule, une des façons de calculer le futur taux de croissance, etc. Je vous l'expliquerai plus tard. Et c'est de la véritable boule de cristal. Hein. Je vous assure, une boule de cristal, c'est peut-être mieux que la façon dont les économistes calculent la croissance ou le futur taux de croissance. Et s'il y a des économistes qui m'écoutent et qui sont honnêtes, eh ben, qu'ils le reconnaissent. Bon, alors donc, chaque année, ce monsieur nous faisait sa perspective de l'année suivante. Et malheureusement pour lui, il arrivait systématiquement ou presque que l'année suivante, il s'est produit pendant l'année pour laquelle il a fait ses prédictions, pratiquement tout, sauf ce qu'il avait prédit. Il consacre la moitié de sa présentation à nous expliquer comment il s'est trompé sur 50% de ce qu'il a dit de manière scientifique. Alors, il utilise la même science pour démontrer comment scientifiquement il a dit des bêtises. Voilà, bon. Et donc, un jour, ce monsieur nous dit, à propos du néolibéralisme, ça commençait le thatcherisme, le reaganisme, etc., etc.
Oui, il faut que tout le monde accumule, pas d'impôts, pas de ceci, pas de cela, free for all, tout libre. Alors, ils appellent ça liberté, hein, libre. Alors, regardez, ça aussi, c'est des pièges linguistiques, hein, parmi les mensonges du néoclassicisme et du néolibéralisme. C'est, on vous assène des mots que vous ne pouvez pas réfuter. Quand on vous dit organisation scientifique du travail, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est contre la science? Hein? On ne vous dit pas organisation taylorienne du travail. On ne vous dit pas organisation rentable ou rentabiliste du travail. Non. On ne vous dit pas organisation financiariste du travail. Non. On vous dit organisation scientifique. Bon, vous ne pouvez pas être contre la science. Et ça, c'est de la manipulation linguistique, subliminale. On manipule votre cerveau. Bon, alors quand on vous dit libre marché, est-ce qu'il y a quelqu'un contre la liberté? Hein? Libre concurrence. Quelqu'un contre la liberté, là? Hein? Antidémocratique? Dictateur? Est-ce qu'il y en a? Libre entreprise. Quelqu'un qui est contre la liberté? Alors, je peux vous en citer comme ça. Il y en a des mots et des mots et des mots dans ce sens avec lesquels en ingénierie, on a besoin des sciences fondamentales et des compétences pour être employable. Sciences fondamentales, je suis pas sûr. Malheureusement, ça s'enseigne de moins en moins. Mais si vous avez la chance d'être passé par le fondamental et ensuite l'applicable, tant mieux. Le pratique, tant mieux. Pour être employable, non. Il suffit de rapporter de l'argent. C'est tout. Si vous rapportez de l'argent, vous êtes employable. Quoi que vous ayez dans votre tête. Vous rapportez pas d'argent, vous n'êtes pas employable. C'est tout. Pas compliqué. Bon, alors donc, je disais, donc ce débat sur compétences, connaissances, etc. Donc évidemment, on va vers la compétence. Et à la limite, on va éliminer même la question d'acquisition de vocabulaire, puisque, disent-ils, avec Google, vous pouvez trouver n'importe quoi, n'importe quand, donc pas besoin de mémoriser, pas besoin de... Bon, mais le problème, et je n'ai pas terminé sur cet économiste, excusez-moi, donc je commence des choses, je ne termine pas, désolé, eh bien, il nous dit donc un jour, pour justifier cette nouvelle avancée dans le néoclassicisme qui est devenu le néolibéralisme, accumuler, le capitalisme, c'est quelque chose de naturel, et le capitalisme néolibéral encore plus. C'est encore plus naturel puisqu'il préconise l'accumulation infinie, etc. Et l'accumulation est dans la nature. C'est naturel. D'ailleurs, on a créé un taux de chômage naturel aussi. Alors, il y a des chômeurs naturels. Regardez ce que vont chercher les économistes. Je ne sais pas si j'ai dû expliquer, mais je vous l'expliquerai un jour, ce que veut dire un chômeur naturel. Alors, donc, c'est dans la nature. Regardez, l'écureuil accumule. L'ours accumule. Etc. Bon. Donc, il faut accumuler. Évidemment que chacun accumule pour soi. Hein. Accumuler. Alors, moi, je lève la main. J'étais débutant à HEC Montréal, hein, parce que vous savez qu'ils sont venus me chercher dans une autre université où j'ai commencé pour sauver leur cours de management qui était à la dérive. Bon. Et donc, je venais d'arriver. Ça ne faisait pas longtemps. C'était peut-être ma deuxième année que j'écoutais cet économiste-là, ce chef économiste. Et je lève la main. Je lui dis, écoutez, monsieur, moi, je viens d'Algérie. C'est un pays où il y a des gazelles, des chameaux, mais des écureuils et des ours, il y en avait peut-être, mais on n'en voit plus, il n'y en a plus. Alors, vous venez de dire que l'accumulation infinie, accumuler, c'est dans la nature, c'est naturel. Donc, le néolibéralisme est quelque chose de naturel et
parfaitement conforme à la nature, etc., je voudrais que vous me répondiez à la question suivante. Est-ce qu'on a déjà vu au Canada, moi je ne sais pas puisque j'y arrive, un écureuil accumuler des noisettes ou des glands ou je ne sais pas quoi pour plus d'un hiver à la fois? Ou un ours accumuler du miel ou de la viande faisandée d'animaux qu'il a chassés, enfin, ou je ne sais quoi, qu'est-ce qu'il peut accumuler, des racines d'herbes qu'il mange, ou bon, je ne sais pas quoi, à l'infini, plus qu'un hiver à la fois. Bon, autrement dit, est-ce que chez les écureuils et chez les ours au Canada, il y a des banques d'écureuils où on accumule des noisettes avec taux d'intérêt composé, et des banques d'ours où on accumule du miel, etc., ce dont s'alimentent les ours, avec intérêt composé, etc., à l'infini. Si ça existe, alors ce que vous venez de dire a du sens, mais si on n'a jamais vu un écureuil que vous avez cité, ni un ours que vous avez cité, accumuler du gras, du machin, des noisettes, etc., pour passer un hiver à la fois, eh bien, ce que vous dites n'a aucun sens. Eh bien, j'ai entendu certains murmurer communistes. Voilà. Bon. Alors, on va plus loin. Entre connaissance et technique, comme je vous disais tout à l'heure, on fait passer toutes ces techniques pour des connaissances, non seulement super imparables. Merci, Zéphir, merci beaucoup. Alors, non seulement on fait passer ces techniques pour des connaissances, mais on va plus loin. On les fait passer pour des sciences. Alors, tout s'appelle science maintenant, ici. En Algérie, je ne sais pas si c'est arrivé. En France, c'est arrivé déjà. Alors, science comptable, science financière, science immobilière, la gestion des immeubles, ça s'appelle une science. Tout est science, tout. Bon. Il y a des doctorats en comptabilité, des doctorats en marketing, évidemment, des doctorats en finance. Alors, s'il vous plaît, dites-moi, qu'est-ce que fait comme thèse, comme recherche, comme nouvelle production de connaissances en comptabilité un docteur en comptabilité? Un tableau de recettes, débours, passifs, actifs à 3 dimensions dans l'espace? Que fait un comptable pour devenir docteur en comptabilité? Alors dites-moi s'il vous plaît si ce n'est pas se moquer du monde que de parler de doctorat en finance, doctorat en comptabilité, doctorat en mal. C'est de l'imposture totale. Bon, à la limite, c'est de l'extension de techniques, de procédures, de raffinement, de procédures, de calcul, d'amortissement, ou de ceci ou de cela. Et on donne un doctorat pour ça. Bon, alors donc, voilà tout ce que j'aurais à vous dire sur l'éducation. D'abord, commençons par séparer connaissances et techniques. Ensuite, voyons qu'est-ce que éduquer. Qu'est-ce que l'étymologie du mot éducation? Du mot science. D'où ça vient? À quoi ça répond? À quel besoin? À quel désir? À quelle finalité? À quel, etc., etc. Et ensuite, comment faire cette connaissance qu'on enseigne? Et ensuite, comment est-ce qu'on l'enseigne? Ce qui est l'objet, évidemment, de ce qu'on appelle la pédagogie.
Mais déjà, pour aujourd'hui, par rapport à ce que m'a dit si Mohamed la semaine dernière, je vous dis tout de suite que je suis atterré, je suis catastrophé de savoir que l'Algérie est en train de transformer le système d'éducation depuis le secondaire en entrepreneuriat, c'est-à-dire en faiseur d'argent, donc en transformant l'espèce de finalité, si j'ose l'appeler ainsi, d'être un faiseur d'argent ou une faiseuse d'argent, comme étant le nec plus ultra de l'aboutissement de ce qu'on appelle l'éducation. Si l'entrepreneuriat, c'est l'aboutissement de l'éducation, eh bien moi je dis, il n'y a plus d'éducation. C'est tout. Et alors, on aura un peuple de gens sans vocabulaire, sans connaissance, sans perspective. Et savez-vous, je ne sais plus quel poète, c'est un poète, j'en suis sûr, qui a écrit ceci. La violence entre les êtres humains, c'est le manque de vocabulaire. Vous m'avez bien entendu? La violence entre les êtres humains, c'est le manque de vocabulaire. C'est évident. Si Mohamed et moi, on a un différend, on a un problème, on a un conflit, si on n'a pas de vocabulaire pour que chacun de nous arrive à suffisamment construire des raisonnements et des arguments, comme disait Henri Bergson, l'autre philosophe, conviction, adhésion et contrat, consentement, dans un dialogue. Alors, si nous n'avons pas assez de vocabulaire pour nous convaincre l'un l'autre de la justesse de ce que nous disons ou de l'incompatibilité de nos discours, ou etc., eh ben, on va se taper dessus. Regardez les gens qui se tapent dessus dans les rues, dans les machins, et essayez d'analyser le vocabulaire qu'ils ont. Il y a un différent, ils n'ont pas suffisamment de mots et de concepts, etc., de connaissances, finalement, d'éducation, donc, pour finir par s'entendre. Écoute, je me suis mal exprimé, ou tu m'as mal compris. Ce mot-là, je l'ai dit dans tel sens, tel sens, tel sens, tel sens. Peut-être toi, tu l'as compris dans tel sens, et voilà notre différent, etc. Et puis on argumente, et puis on raisonne, et puis... Alors voilà. Le manque de vocabulaire et le manque de connaissances peut conduire à la violence. Alors, quand on sait que près de 60% des États-Unis et des Américains sont des analphabètes fonctionnels, est-ce que ça vous étonne qu'aucune génération américaine n'a jamais vécu sans faire au moins une guerre? Jamais. Et vous allez aux États-Unis, la violence fait partie pratiquement de la vie quotidienne, non seulement, mais même d'une sorte de vie quotidienne valorisée. Alors, plus vous êtes fort physiquement et vous êtes capable depuis l'école primaire, hein, l'université. Alors, j'ai vu ça, moi, aux États-Unis, dans la cour, à la sortie de l'université ou par-ci, par-là, dès qu'il y a une bagarre quelque part, vous entendez crier « Hey, a fight! There is a fight! There is a fight! Come on! A fight! A fight! » Et ils vont comme ça, c'est un spectacle. Et celui qui gagne, parce que c'est généralement des hommes qui sont suffisamment idiots pour se battre, j'espère que les femmes ont plus de vocabulaire et de sensibilité pour le faire moins que les hommes, eh bien, celui qui gagne devient le héros de sa promotion d'université. C'est d'une violence que vous ne pouvez pas imaginer, autant verbale que physique. Mon dernier voyage
à travers les États-Unis. Je sais tout pour éviter les escales aux États-Unis. Quand je vais en Amérique latine ou en Asie ou ailleurs, mais des fois, je ne peux pas. Une de mes dernières escales, j'avais un problème vraiment de timing très serré entre deux correspondances, et c'était dans deux aéroports différents. Je pense que c'était John Fitzgerald Kennedy et LaGuardia, et c'est à peu près à 60-80 km l'un de l'autre, je pense. Et je descends de l'avion, tout ça. Alors je demande au membre de l'équipage, s'il vous plaît, voilà, j'ai un temps très serré pour la correspondance, c'est à LaGuardia. Est-ce que vous pouvez me dire quel est le moyen le plus rapide? Qu'est-ce que je dois faire? Parce que je ne connais pas du tout l'aéroport John Fitzgerald Kennedy a changé complètement de configuration. Tout ça, c'est pas celui que je connaissais depuis des années. Donc, ils m'ont dit désolé, mais nous sommes un équipage d'un autre pays, tout ça. Donc, on ne sait pas. Alors, je descends et de l'avion, tout ça. Et je me dis, le meilleur pour m'enseigner, ça doit être un chauffeur taxi. Je cherchais un policier, j'en voyais pas. Bon. D'abord, si vous vous approchez d'un policier, s'il ne dégaine pas avant que vous fassiez 2 mètres vers lui, c'est que vous avez de la chance. Hein, surtout quand vous avez ma tête après le 11 septembre. Alors donc, j'avise un chauffeur taxi. Hi, how are you doing? Fine. Alors j'explique, I'm Canadian, tout ça, et je suis très serré pour LaGuardia, machin, je sais pas, je sais qu'il y a une navette rapide, même plus rapide que le taxi ou les voitures, tout ça. Qu'est-ce que je peux faire? Il me dit, I have no time to deal with your problems. Je n'ai pas de temps pour m'occuper de vos problèmes. C'est un être humain, ça. Mais c'est d'une violence incommensurable. Alors voilà. Bon. Donc, vous voyez jusqu'où nous conduit l'éducation. La connaissance, le vocabulaire, la culture générale. Sans culture générale, vous êtes un insecte pensant. Point. Si dans votre tête, il n'y a que comptabilité, que finance, que marketing, que logistique, que mathématiques, que vous êtes un insecte pensant. Point. Parce que sorti de la mathématique, sorti de la comptabilité, sorti de la finance, fini. Comme ici, aux États-Unis. Vous les sortez de leur technique, ils sont muets. Zéro. Alors, je vais vous confier un petit secret. J'ai un système de télévision, etc., où je peux choisir des films, passons. Et ces films sont cotés. Donc, ils sont cotés, donc ils ont une cotation, une note. Je pense que ça doit être sur 10, puisque c'est ça va de 1 à 10. Et donc, on leur donne des notes. Plus ça approche de 10, plus c'est un film recommandé. Alors moi, ce que je fais, je choisis mes films et je choisis d'écouter ceux qui ont la note la plus basse. Parce que tous ceux qui ont la note la plus haute, qu'est-ce que c'est? C'est des films d'horreur où vous avez de l'hémoglobine et du sang à la tonne et des vampires et des zombies et des qui n'en finissent plus. 2, c'est des films de combat, de trucs, là, de machin, de karaté, de kung-fu, ça vole dans tous les sens. 3, des films d'action où vous avez des camions qui courent après les voitures, des voitures qui courent après les motos qui courent après les camions, etc. Ça, c'est 10 sur 10. Alors, 2 sur 10, c'est des films de Almodovar, des films de John Huston.
des films de Robert Redford, des films de Godard, de Woody Allen. Woody Allen, il n'y a personne qui écoute ou qui regarde ses films dans tous les États-Unis et le Canada pratiquement. Il le dit lui-même d'ailleurs, il l'a dit un jour dans une allocution quand il était au Festival de Cannes. Il a dit, je remercie la France et l'Europe, etc. Bon, laissons de côté le Woody Allen, pédophile, je sais pas quoi, etc. Bon, ça, ils le sont tous, vous savez bien. Dans ce monde-là, toutes ces choses-là sont connues et super connues, sauf pour ceux qui ne veulent pas voir. Donc, Woody Allen a dit comment, aux États-Unis, il était pratiquement inconnu. Et parce que ces films sont trop compliqués pour les Américains. Bon, de rien, un proverbe à Hollywood, je l'ai entendu à Hollywood, quand j'ai voyagé la première fois à Los Angeles et que j'ai été visiter Hollywood, parce que c'est un must, hein, il faut visiter Hollywood. Eh bien, c'était une phrase écrite quelque part, dans une espèce de musée, je pense, du cinéma, ou quelque chose comme ça. Alors, c'était les Européens, tenez-vous bien, les Européens font des films à gros budget, avec des histoires compliquées, et les Américains font des films avec... Ah non, les Européens font des films avec des petits budgets et des histoires compliquées. Les Américains font des films avec des gros budgets et des histoires simples. Voilà. Et ça, c'était affiché comme un acte de victoire américain. Des films, gros budget, histoire simple. Le méchant qui court après le gentil qui arrive à s'échapper, il tombe amoureux d'une autre gentille, ils se marient, ils ont des enfants, avec un gros budget, parce qu'ils ont des grosses voitures, ils prennent des gros avions, des gros aéroports, voilà. Ça, c'est un bon film. Ou alors de la castagne, des explosifs partout, des machins, de l'action. Voilà, ça, oui. Bon. Alors, pour vous dire que je suis là-dessus, j'ai entendu dans un débat entre cinéastes canado-américains sur la Palme d'Or du Festival de Cannes. Et cette année-là, je pense que la Palme d'Or était allée au film d'un extraordinaire cinéaste coréen, dont le nom est assez compliqué. Et donc, dans le film, il n'y a pratiquement pas d'action. C'est un film de psychologie, de sociologie extrêmement raffiné et sur des histoires de tentatives de transgression de classe, comme il en existe dans les traditions de l'Extrême-Orient, etc. En fait, extrêmement raffiné, extrêmement subtil, pratiquement métaphysique. Et là, ces cinéastes, donc américains, canadiens, qui débattaient, il y en a un qui dit, mais je ne reviens pas, on donne encore la Palme d'Or à un film où il ne se passe rien. C'est un cinéaste. Dans un film où il n'y a rien. C'est juste 3-4 personnes qui se parlent, qui n'arrêtent pas de se parler. Et puis, à un moment donné, ils vont dans un village et puis ils traversent dans un... Et il y a un autre qui renchérit, il dit « Ah oui, c'est comme la Palme d'Or qu'on a donnée à un film iranien. » Je ne sais pas si vous le connaissez, magnifique. Je pense que c'est un film de Ashgari, le film qui s'intitule « Le goût de la cerise ». Et dans ce film, il n'y a pas d'action. On voit un ingénieur qui est dans une espèce de chantier, enfin de carrière, je sais pas quoi, avec des camions qui transportent du gravier, des pierres, tout ça, et puis lui qui est dans une espèce de sa voiture de travail, donc, et qui parcourt des pistes et des petites routes, tout ça, et qui fait quoi?
il est à la recherche de quelqu'un pour l'enterrer parce qu'il veut se suicider. Bon. Alors, dans le film, je ne me souviens pas qu'on donne la raison pour laquelle il voulait se suicider, mais tout le film tourne autour de ça. Mais c'est extraordinaire, ça. Là, vous avez un débat métaphysique sur la mort, ce que signifie la mort, c'est sur aider quelqu'un à mourir ou à ne pas mourir, le convaincre de vivre, le convaincre de la valeur de la vie, plutôt que du néant appréhendé, de la mort, ou en tout cas le néant par rapport à ce qu'on laisse derrière soi, etc. etc. Et là, on voit cet ingénieur qui demande à un ouvrier, un paysan, un autre qui circulait en voiture dans le sens inverse. Voilà, s'il vous plaît, demain, je vais me suicider à l'aube parce que je ne veux plus de cette vie. S'il vous plaît, j'aimerais être enterré. Est-ce que je peux compter sur vous? Voilà l'endroit où j'ai déjà creusé la tombe, etc. Vous avez juste, il me semble, que la tombe est déjà creusée, etc. Mais c'est un film où vous vivez des émotions métaphysiques, mais d'un niveau. Et un des cinéastes, donc renchérit sur ce que disait celui qui disait sur le film du Coréen où il n'y avait aucune action. Ah oui, c'est comme l'Iranien là. On lui a donné la palme d'or alors qu'il ne se passe rien. Il n'y a pas un mort, il n'y a pas un coup de feu, il n'y a pas un fusil, il n'y a pas un avion, il n'y a pas une course automobile, il n'y a pas une poursuite, il n'y a rien. Il y a juste un bonhomme qui tourne là et qui dit je veux mourir. C'est quoi? Alors imaginez, je vous dis ça c'est un débat que j'ai écouté il y a 15-20 ans. Hein. Alors imaginez aujourd'hui, où l'éducation est là. Les connaissances ont dégringolé de façon vertigineuse. Bon, particulièrement avec les écrans et tout ce qui s'ensuit, et leur généralisation. Bon, alors, voilà où nous en sommes maintenant. Le débat que nous avons là, c'est finalement, est-ce qu'on va avoir une humanité qui aura juste un vocabulaire suffisant pour ne pas s'entretuer, ou est-ce qu'on va avoir une humanité qui sera totalement guidée par ces espèces de machines dites intelligentes et qui va se dispenser de tout savoir, de toute connaissance, de toute mémorisation, sous prétexte que tout cela est déjà dans chat app, là, dans machin, dans Google, dans Gemini, dans je sais pas quoi. Alors voilà où on en arrive. Alors comment voulez-vous que je vous parle d'éducation, etc., sans aborder tout ça? Et vous allez voir, quand j'aborderai la façon dont on enseigne dans les écoles de gestion et les écoles d'économie industrielle, qui est l'équivalent pour moi, ou les écoles de commerce, vous allez tomber de très, 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 très haut, croyez-moi. Parce que je vais expliquer ça en partant de l'Antiquité, en passant par la Renaissance, et particulièrement la crise dans la chrétienté qui a failli causer un schisme du temps du pape Paul III, et non, déjà du temps du pape, excusez-moi, du pape Jean XXII, XIIIe siècle, et XIIIe, XIVe. Et donc les jésuites, la façon et les raisons pour lesquelles le pape, c'est Paul III, qui a créé, donc, durant le concile de Trente, qui a duré pratiquement 14 ans, le concile de Trento, on dit le concile de Trente, parce qu'il a eu lieu à Trento, dans la ville des Arbusi en Italie, donc des montagnes vers l'Autriche. Et donc, il faut remonter jusque-là pour comprendre notamment d'où vient cette fameuse méthode des cas, donc passée par les jésuites, Ignacio de Loyola, etc., Ignace le pape Paul III, tout ce qui s'ensuit, et les Léon X et les questions
des indulgences et le catéchisme ou le schisme qu'a provoqué Martin Luther en créant le luthéranisme, etc., en traduisant la Bible en allemand, tout ce qui s'ensuit. Il faut passer par tout ça pour comprendre pourquoi la méthode dite des cas, pour ceux qui ont étudié en gestion, en commerce, et ils savent très bien ce que je veux dire, est tellement omniprésente en termes de pédagogie et d'outils de connaissance, entre guillemets, dans ces écoles-là. Et à quoi ça sert en vérité? Vous serez abasourdi. Malheureusement, c'est écrit, mais seulement en espagnol. Le livre de pédagogie dont je vous parlais, pédagogie et administration, pédagogie et gestion, a été colligé à partir de plusieurs articles que j'ai publiés en français ou en anglais, notamment, par l'Université de Colombie, une université de Colombie. Ils ont colligé tous les articles qui touchaient à la pédagogie que j'ai écrits et ils en ont fait un livre qui s'appelle Pedagogía y Administración, mais qui n'existe jusque-là qu'en espagnol. Voilà, alors moi je n'ai pas les capacités pour le traduire en français, ni la force de reprendre tous mes articles et de les colliger, de réécrire un livre en français. Bon. Alors, si jamais vous connaissez des traducteurs d'espagnol, etc., il y a Siba Shalom Khan qui a essayé avec un ou une traductrice qui se prétendait traductrice d'espagnol, français, tout ça, mais le début était vraiment pas du tout du niveau. Donc, on a arrêté. Et bon, jusque-là, j'attends. Il y a une université du Maroc qui devait le traduire aussi en français. Jusque-là, ils ne l'ont pas fait. Bon, alors si parmi vous, il y en a qui connaissent, etc., ben, faites-moi savoir et on le fera traduire en français, au moins celui-là. Bon, alors écoutez, il nous reste, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait là? 3 heures? 1h30, 2 heures, je vous ai pris 2h30? Excusez-moi, hein? Tous les films oscarisés de Hollywood sont nuls. Monsieur le professeur et tout, je vous conseille un film, Forest Whitaker, Night Truth, qui parle des films américains qui exploitent les pays pauvres. Oui, j'ai déjà vu, il me semble, oui. Il n'y a pas que celui-là, hein. Il y en a d'autres. Il y a de Constance of the Gardener, avec Nicolas Cage, il y a... enfin, il y en a un certain nombre, hein. Il y a un sur les médicaments, j'ai oublié comment il s'appelle. Ah, mon Dieu, je pense que c'est avec Leonardo DiCaprio. Sur comment le monde occidental exploite l'Afrique, notamment avec les médicaments, et comment il leur donne pratiquement pas de médicaments pour guérir les maladies africaines elles-mêmes. Alors là, excusez-moi, mais je pense que j'ai un autre une visioconférence qui m'attend dans 5 minutes, à 3 heures, j'ai oublié complètement, parce qu'évidemment, je pensais que je finirais mon webinaire avec vous à 2h30, et donc ça me laisserait une demi-heure pour me préparer et aller vers l'autre visioconférence. Écoutez, je m'excuse infiniment d'avoir été si long sur cette question d'éducation et de connaissances techniques, tout ça, mais c'est de l'avance prise sur ce que j'aurai à vous dire plus tard quand on le fera sur l'éducation, la pédagogie et tout ce qui s'ensuit. Excusez-moi, merci infiniment pour votre patience et donc à la semaine prochaine. Allez, ma'asalama, c'est Mohamed. Je ne sais pas s'il est... oui, c'est Mohamed est là. Vraiment désolé, mais je me suis laissé emporter. Bon. Merci. Alors, je t'entends pas là. Attends, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est mon truc qui s'est éteint encore là? Non, c'est moi, j'avais pas... Oui, là je t'entends, là, oui, ça va. Oui, enfin, je désactive le micro pour ne pas... Ah bon, d'accord. Ok. Merci beaucoup pour la performance, bonne chance pour ton entretien. Merci beaucoup. Voilà. Merci. Allez, à la semaine prochaine, Inch'Allah. Allez.
Au revoir tout le monde.